Bonjour à tous. Je suis Anne Gourmelet, je suis co-animatrice de l'équipe logement à la France Insoumise. Et nous sommes là avec Leïla Chaibi, députée européenne de la France Insoumise, Kevin Vacher du collectif du 5 novembre à Marseille, et puis Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole d'UDAL. On en a parlé tout à l'heure, on se disait que le titre de cette conférence n'était pas tout à fait juste, enfin, il n'était pas très porteur, mais en fait c'était aussi la lutte contre le zéro SDF, que c'était un peu une façon de dire qui revenait souvent et qui était un peu cliché et qui n'était pas forcément percutante, mais en même temps c'est vraiment une porte d'entrée pour après dérouler vraiment sur toutes les problématiques du logement et de trouver et proposer des choses pour garantir un droit au logement effectif et réalisable. En fait, en partant de ce thème-là, qui peut paraître une niche puisque c'est 300 000 personnes, mais c'est déjà énorme et c'est beaucoup plus qu'avant, il y a aussi toutes les propositions qui vont avec et notamment la lutte contre la spéculation. En gros, en tout cas pour l'instant, là, le constat est dramatique. Je ne sais pas si vous aviez vu le rapport de la Fondation Abbé Pierre présenté au début d'année, où vraiment les chiffres hurlent le mal logement. C'est criant, c'est percutant. C'est en gros, c'est 300 000 sans domicile, 4 millions de mal logés. C'est plus de 2000 personnes par an qui meurent dans la rue. Le nombre de personnes sans domicile a été multiplié par 2 depuis 2012 et par 3 depuis 2001. C'est plus 50% de sans domicile entre 2001 et 2012. C'est une augmentation des expulsions, sauf cette année, puisqu'il y a eu la prolongation de la trêve hivernale et qui a limité de façon artificielle. Mais du coup, on s'attend à ce qu'il y ait une explosion très, très prochainement du retour des expulsions. Et puis, c'est une réduction aussi de tous les financements du logement social, des aides sociales. Après, on nous vend en face le plan de relance en disant c'est 100 milliards d'euros, voilà, et c'est infime et tout est coupé. Tous les budgets sont coupés, c'est coupé partout. Après, du coup, ces chiffres ne sont pas juste des chiffres, c'est aussi humainement parlant, c'est horrible. Et donc, du coup, il y a vraiment eu la double peine l'année dernière entre la crise du logement plus les mesures sanitaires, le confinement, la propagation de la maladie. Et donc, tout ça fait que la situation est insoutenable et qu'effectivement, il faut pouvoir garantir un vrai droit au logement. Et donc, pour ça, il y avait plusieurs façons de procéder. Et donc, notamment, on a eu, nous, la France Insoumise, la possibilité de déposer une proposition de loi l'année dernière. Ça a été porté par nos députés. Ça avait fait suite à différentes auditions, justement, avec les associations. Et de ça a découlé une proposition de loi avec, comme mesure principale, l'interdiction des expulsions sans solution et du coup justement pour éviter les remises à la rue et tout ça. Et donc pour rendre ça possible, c'est aussi le corollaire de cette mesure, c'est la mise en place de la garantie universelle des loyers avec la suppression du dépôt de caution privée. Et la garantie universelle des loyers, c'est quoi ? C'est un prélèvement de 2%, 2,5% sur les revenus locatifs qui viennent alimenter une caisse. Du coup, quand il y a un impayé de loyer, donc c'est au bout de 2 mois d'impayé de loyer, le propriétaire se voit verser les loyers. Donc du coup, il n'a pas à expulser puisqu'il continue de percevoir ses loyers et la personne est protégée. Et ce serait géré par un collectif national à parité, notamment avec des associations de locataires pour contrôler les versements de la caisse. Il y a une troisième mesure qui est l'encadrement des loyers à la baisse. Mais que ce soit vraiment effectif aussi avec un observatoire des loyers. Et il y a une quatrième mesure qui est le permis de louer qui est mis en place dans certaines municipalités qui oblige en fait à chaque relocation le propriétaire à avoir
une autorisation de louer et donc qui doit s'assurer que son logement est digne et décent. Et donc ça ne pèse plus du coup sur le locataire de se plaindre, voilà. Et en plus, ça permet de créer un organisme de contrôle qui vient vérifier justement, qui peut avoir une vision de l'état du parc, aussi de lutter contre les pratiques de bailleurs, de marchands de sommeil en fait, et que cette charge ne pèse plus sur le locataire et qui n'a plus à attendre 2 ans, effectivement, que ça passe en justice et avoir la crainte peut-être d'être expulsé ou de ne pas avoir les éléments. Ensuite, il y a le renforcement de la loi SRU. Vous savez, c'est la loi qui oblige à construire, à avoir 25% de logements sociaux dans une commune. Et donc, on voudrait, dans les zones tendues, passer à 30% pour vraiment renforcer le parc public et le logement social et justement garantir qu'il y a un maximum de logements abordables, accessibles et confortables. Ensuite, et tout ça, après, il y a 2 autres mesures qui permettent de financer justement, soit par des taxes sur les transactions immobilières, la lutte contre l'habitat indigne, et le financement donc, de la garantie universelle des loyers, j'en ai parlé, c'est une taxe aussi de 2% sur ça. Et donc, voilà. Okay. Merci Anne pour cette introduction. Pour essayer d'être pas trop long. Bon, alors c'est là. Allez, bon, tant pis, c'est foutu. Alors, j'essaie de me minuter un peu pour me limiter. Ouais. Bon, donc, je vais peut-être replacer le contexte aussi dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que le logement est très cher en France. Il n'a jamais été aussi cher depuis, grosso merdo, depuis le 19e siècle, quoi. Depuis la Première Guerre mondiale. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on a quand même on a poussé contre la crise du logement. On a construit, on a pris des mesures, on a combattu la crise du logement. Aujourd'hui, on est dans un contexte, et la crise du logement a reculé. On a gagné du terrain sur la crise du logement. On est presque arrivé au bout, mais pas tout à fait. Parce que les libéraux sont arrivés là-dessus et ils ont commencé à déconstruire en fait les rapports locatifs, la protection des locataires, et puis progressivement s'attaquer aussi d'abord au marché privé, la spéculation immobilière qui est réapparue de manière massive. Et ensuite, on a eu, on a des menaces aujourd'hui sur le logement social. Hein, il y a des risques de marchandisation du logement social. Les loyers n'ont jamais été aussi chers. Et les classes populaires sont de plus en plus locataires aussi. D'ailleurs, on voit une paupérisation des classes populaires. Alors oui, il y a une paupérisation des classes populaires, bien sûr, parce qu'il y a une attaque sur les salaires, mais il y a aussi une paupérisation des locataires généraux, ceux qui ne peuvent pas accéder à la propriété, ou ceux qui ont, on va dire, les classes populaires qui ont accédé à la propriété dans les années 60 ou 70 et qui n'ont pas pu se maintenir. Donc, ou qui sont maintenus, mais si vous voulez, la transmission du patrimoine, c'est pas faite. Hein. Vous voyez, il y a une paupérisation aujourd'hui claire des locataires et évidemment des classes populaires. Alors, ce contexte que nous, on travaille aussi avec des économistes sur le sujet, donc la crise est dramatique, c'est-à-dire effectivement, d'année en année, on franchit des records de données sur la crise du logement, augmentation du nombre d'expulsions, augmentation du nombre de sans-abri. Tu as dit 300 000, mais en réalité, il y a aussi les 100 000 qui vivent en bidonville. Il y a aussi les 1,5 million, je crois, à peu près, qui sont hébergés chez des tiers de manière contrainte. Donc, vous voyez, on est, en réalité, les chiffres sont énormes et grossissent d'année en année. Donc, après, la question qu'on peut se poser, elle est très simple. Comment on en arrive là et pourquoi on en arrive là? D'une part, les politiques publiques. Évidemment, c'est les politiques publiques qui vont déterminer et qui vont mettre en œuvre le droit au logement, ou pas. Premier point. Deuxième point, la question à qui profite, en quelque sorte, à qui profite le crime. Évidemment, au secteur privé. C'est-à-dire que d'année en année, les records de profit sont réalisés par les milieux de l'immobilier, par ceux qui profitent de la rente locative, de la spéculation immobilière et foncière, etc. Mais aussi les caisses de l'État. Les caisses de l'État, n'oubliez pas que l'État empoche chaque année 80 milliards d'euros
non, pardon, en 2019, a empoché 80 milliards d'euros grâce au logement. TVA, droit de mutation, etc., etc. Et n'en a dépensé que 38. 38 milliards ont été consacrés au logement, y compris d'ailleurs. Alors le logement social, il n'y a plus grand-chose, hein, je peux vous le dire, mais les APL, hein, qui sont en train de rogner évidemment d'année en année. Mais 38 milliards ont été dépensés sur le logement. Ça veut dire qu'il y a 42 milliards qui ont été utilisés à d'autres fins, hein, que aider au logement. Première remarque, premier chiffre. Deuxième chiffre, en 2010, l'État consacrait au logement, enfin les institutions publiques consacraient au logement 2,2% du PIB. En 2019, on en a consacré 1,8%. 1,6%. Pardon, je ne veux pas dire de mauvais chiffres parce que je vois qu'il y a d'autres. Donc, 1,6%. Ça veut dire que, alors, bon, quand on fait un petit calcul, je crois que c'est de l'ordre de 13 milliards, hein, d'euros de différence. Si en 2019, on y avait consacré 2,2%, on aurait eu 13 milliards de plus à consacrer au logement. Donc, vous voyez, là, on peut dire qu'il y a une convergence d'intérêts évidente entre l'État et le secteur privé, secteur privé qui gagne de l'argent et l'État qui gagne de l'argent. Donc les deux ont intérêt aujourd'hui à produire de la crise du logement. En tout cas, à produire du logement cher. C'est-à-dire faire monter les prix, ce qui encourage les transactions, ce qui augmente les transactions, faire monter la spéculation immobilière, etc. Continuer les politiques de gentrification dans les quartiers populaires, laisser se dégrader les centres-villes, mais ça on en reparlera pour Marseille, hein. Mais ça t'en reparlera, Kévin, je sais pas. Et donc on est sur des politiques qui grignotent, enfin qui font gagner de l'argent à la fois à l'État et à la fois au secteur spéculatif, au secteur immobilier. Donc il y a une convergence d'intérêts. Donc on peut dire aujourd'hui que l'État, le gouvernement, mène une politique pour produire de la crise du logement. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que les politiques du logement, aujourd'hui, produisent massivement de la crise du logement. Et c'est de la crise du logement durable. C'est-à-dire que demain, la situation va encore se dégrader. La crise du logement est devant nous. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une politique du logement, elle a ses effets sur 5 ans, sur 10 ans. Ce n'est pas des effets immédiats, sauf si on prend le taureau par les cornes, bien sûr. Et donc, les conséquences sont que, vous voyez, petit exemple, la question des sans-abri. Parce qu'évidemment, ce que fait le gouvernement, ce que fait Macron, c'est cacher un peu les effets de sa politique qui produit de la misère. Donc, il va financer massivement l'hébergement des sans-abri, sans d'ailleurs arriver à les héberger tous. Mais aujourd'hui, on a près de 300 000 personnes qui sont hébergées, dans des situations précaires, dans des gymnases, des hôtels, etc. etc. Bon, pour autant, on a une politique du logement qui produit massivement du sans-abrisme. OK. Donc, on sait que c'est un puits sans fond. C'est pas, alors, effectivement, il faut loger les sans-abri, mais ça coûte 3,6 milliards d'euros cette année. L'État, pour 2021, a programmé une dépense qui se monte à 3,6 milliards d'euros pour l'hébergement des sans-abri. C'est 8 fois plus qu'il y a 10 ans. Voilà. Vous voyez, donc on produit de la crise du logement, on produit du sans-abrisme, et puis on essaie de cacher un peu la misère, surtout avant les élections. Je vous analyse un peu ce qui nous semble être aujourd'hui les politiques du logement en France. Donc, après, maintenant, il y a des solutions, bien sûr. Quelles sont ces solutions? D'ailleurs, dans les effets de la politique de pénurie ou de pénurie artificielle ou de crise du logement, on connaît, il y a l'augmentation du nombre de logements vacants constante. 100 000 logements vacants supplémentaires chaque année depuis 10 ans. On est passé de 2,1 millions de logements vacants à 3,1 millions. C'est l'INSEE, hein, tout ça, c'est des données que je vous balance qui viennent des comptes du logement, de l'INSEE, etc., etc. Bon. Les profits aussi, j'ai pas parlé de la question des profits, mais en quelques mots, l'immobilier, le secteur du logement, a des profits qui augmentent d'année en année, et surtout qui sont les plus élevés quasiment dans l'économie française. L'immobilier rapporte plus encore que les autres secteurs, les autres secteurs de l'économie française.
Bon, je n'ai pas les chiffres en tête, je ne vais pas vous les sortir de manière artificielle, mais vous pourrez les trouver sur le site de l'IRES, hein, l'Institut de recherche économique et sociale. Il y a un travail qui a été fait là-dessus, justement sur les profits. Parce que forcément, on est obligé de s'interroger. Si vous voulez, au bout de 30 ans de militantisme sur le logement, on se dit, mais merde, qui c'est qui profite de cette situation qui se dégrade d'année en année? Alors vous voyez, on a gagné des lois, on a gagné des droits. On continue à produire du logement social tant bien que mal en France. On a la loi Dallot, le droit à l'hébergement, justement. Bon, on a l'encadrement des loyers. Même s'il est insuffisant, il est quand même le fruit des revendications et des mobilisations et des exigences portées par le mouvement social. On a, je ne sais pas moi, on a des mesures comme ça qui existent. Le gel des loyers à la relocation. Bon, on a les mesures sur le logement décent. Mais tout ça, c'est des mesures, comme tu le disais très justement, qui ne sont pas respectées. Qui ne sont pas respectées parce qu'elles ne sont pas faites pour être respectées, en réalité. C'est-à-dire que quand elles ont été adoptées, on a oublié, tiens, c'est bizarre, on a oublié de prévoir comment on allait faire en sorte pour qu'elles soient appliquées. Je vais vous prendre un exemple. L'Allemagne, Berlin, où les locataires sont descendus par dizaines de milliers en 2019, parce que les loyers augmentaient brutalement. Depuis quelques années, il y avait une augmentation des loyers sous la pression de groupes financiers qui avaient racheté, enfin je vous passe le détail. Et ils ont obtenu une loi qui encadre les loyers à la baisse. C'est pas comme en France, où les loyers, la loi sur l'encadrement des loyers, c'est une augmentation, c'est quand même, il y a un risque d'augmentation assez sérieux. Mais là-bas, c'est très clair. Le bailleur qui ne respecte pas l'encadrement des loyers, le locataire va voir le service du logement municipal, enfin, ou je sais pas, ou du Land, je ne sais pas exactement, de Berlin, c'est Berlin, ouais. Et il dit, voilà, mon bailleur ne respecte pas, regardez, je paye tant, machin, machin. Il se prend une amende directe, le bailleur se prend une amende directe qui peut se monter à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là on est effectivement sur un système efficace qui fonctionne. Ici, il faut que le locataire saisisse le juge. Alors, quel locataire qui vient de rentrer dans un logement et qui dit, bon, bah, ça y est, je vais pouvoir m'installer, ça va me coûter un peu de fric, je vais avoir du mal, je vais foutre les 2/3 de mes revenus dans le loyer, mais au moins j'ai un endroit pour me loger. C'est à peu près ça aujourd'hui la situation dans les villes. Les jeunes, les étudiants, etc. C'est vraiment, ils se nourrissent sur la bête. Actuellement, la rente se nourrit sur la bête. Et donc, on a le bailleur, le locataire, et lui, il ferme sa gueule, quoi. Même s'il connaît le locataire précédent, il connaît le montant du loyer précédent, c'est pas toujours le cas. Si le bailleur a augmenté entre-temps, il ne va rien dire. S'il connaît la loi. S'il connaît la loi, il ne va pas saisir le juge. Il faut aller voir un avocat, etc. On va attendre pendant 2 ans une décision de justice. Et au bout de 2 ans, 6 mois plus tard, on reçoit le congé pour vente ou le congé reprise. C'est les mesures de représailles. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez, que les lois qu'on a aujourd'hui, qui sont pourtant, normalement, si elles étaient appliquées, elles auraient des effets. Eh bien, ces lois, elles sont non respectées. Ces fraudes, on a une fraude généralisée dans les milieux de l'immobilier, aussi bien, surtout au niveau des agences et des intermédiaires immobiliers, mais également au niveau d'un certain nombre de bailleurs. Maintenant, encore plus pervers. Aujourd'hui, plein de jeunes, pour se loger, ils vont truander les fiches de paye. Ils vont fournir des fausses fiches de paye. C'est exact. Il y en a plein qui le font, parce que sinon, on n'a pas le logement. Parce que si on met la moitié de ses revenus, le bailleur, il dit non, tu n'as pas assez de revenus. Mais en réalité, c'est beaucoup plus pervers que vous ne le pensez, parce qu'à partir du moment où on amène des fausses fiches de paye, que l'agence immobilière le sait très bien, en réalité. Il suffit de faire une petite vérification, c'est facile. Sauf qu'il y a une jurisprudence qui dit que bon, si tu as truandé, que tu as amené des faux papiers, enfin des papiers qui ne correspondent pas à la réalité, tu te chopes une procédure d'expulsion. Et voilà, donc si tu l'ouvres, si tu saisis le juge, et pour peu, etc., vous voyez, les locataires sont ficelés, ils ne peuvent pas défendre leurs droits. Les mal logés, c'est la même chose. Je vous passe ces détails. Et les sans-abri, c'est aussi la même. Bon, les sans-abri, normalement, ils ont tous droit à un hébergement jusqu'à un relogement. C'est la loi. La loi, elle est violée. Donc, vous voyez, on est sur cette problématique aujourd'hui. On a des droits qui existent, qui sont reconnus, etc., mais qui ne sont pas appliqués parce que, évidemment, ça n'arrange ni la rente locative, ni Bercy. Voilà la situation. Donc, nous, c'est pour ça qu'on trouve que l'exemple de Berlin, pour conclure, est plutôt intéressant, même très intéressant et très encourageant.
Parce qu'avec la mobilisation, ils ont fait une alliance, si vous voulez, entre classe moyenne et classe populaire, petite classe moyenne et classe populaire. Ils sont mobilisés dans les immeubles, ils ont fait le porte-à-porte, comme tu fais, comme fait Daniel, mais pas que dans la HLM, partout, dans tous les immeubles. Et ils ont aidé les gens, ils ont encouragé les gens à se mobiliser, ils ont amené les arguments, etc. etc. Et ils ont fait des grosses manifs. Et c'est comme ça qu'ils ont emporté le morceau. Alors l'affaire n'est pas terminée, parce que malheureusement, l'encadrement a été annulé par leur cour constitutionnel, ok, mais c'est pas fini, parce qu'ils vont remanifester le 11 septembre, et ils vont remanifester encore, on n'a pas encore la date, mais ils ont un jour où ils vont aller déposer le projet de loi au Bundestag, justement, enfin leur assemblée allemande de Berlin, pour obtenir justement une loi qui détermine, qui fixe un encadrement des loyers à la baisse. Voilà. Donc vous voyez, le combat il continue chez eux, mais ils sont fortement mobilisés. Et donc le problème qu'on a ici en France, il y a plusieurs raisons, mais je dirais qu'un des premiers problèmes, c'est que le logement, c'est un peu le parent pauvre du mouvement social. Je vous remercie d'être là. Mais vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'absents, quoi, et d'absentes. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Et c'est pas qu'ici, je veux dire, c'est partout, c'est la même chose. On le sait. Donc la question du logement apparaît comme une question secondaire. Or elle va produire, il faut le savoir, hein, pour 2022, ça va être une catastrophe. Après les élections présidentielles, enfin, suivant qui sort, hein, bien sûr, mais bon, ça peut être une catastrophe. Parce qu'on a des dizaines de milliers d'expulsions locatives qui sont en attente du fait qu'il y a eu le gel des... Enfin, ils ont modéré, quoi. On est avant les élections présidentielles, donc ils mettent un peu le couvercle et ils calment le jeu. On va avoir également la question des sans-abri qui vont être évidemment refoutus dehors, parce que vous comprenez bien qu'ils ne vont pas mettre 3 à 4 milliards d'euros par an pour héberger les sans-abri, donc ils vont les refoutre à la rue, hein, etc., etc. Donc on va avoir une situation qui sera dure. Voilà. Et on a intérêt à être prêt au combat. Et je pense que si on n'a pas une alliance aujourd'hui entre les milieux militants et les, on va dire, les opprimés du logement, les jeunes aussi. Je veux dire, ils sont massivement concernés aujourd'hui par la fraude du logement, la fraude des rapports locatifs, la fraude des lois par les bailleurs et les milieux de l'immobilier. Donc voilà, moi je vous ai livré ça. En tout cas, n'oubliez pas que le dernier samedi du mois de mars, désormais, c'est une année européenne de mobilisation pour le droit au logement, pour le droit à la ville, contre les expulsions, pour la réquisition des logements vacants, etc., etc. Bon, il y a des solutions, mais enfin, je ne vais pas vous les égrener. Il faut massivement du logement social. Avec les syndicats, on dit 500 000, tu vois. Il faut la baisse des loyers, bien sûr. Il faut le relèvement des APL, le rétablissement au niveau qu'il était avant et le relèvement des APL. Il faut appliquer les lois, les droits, les améliorer, etc. Bon, il y a de quoi faire, mais ça veut dire de toute manière qu'il faut récupérer le fric dans la poche de ceux qui en ont gagné et qui n'en ont jamais gagné autant. Voilà. C'est là qu'il faut aller chercher, dans les milieux d'immobilier, du côté des gros bailleurs, etc. Et c'est cela aussi qu'il faut réquisitionner. Un toit, c'est un droit. Et la lutte continue. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Babar, tu parlais des jeunes qui sont de plus en plus obligés de faire des fausses fiches de paye. Mais moi, à l'époque, quand j'ai commencé à mobiliser sur le logement, c'était il y a 15 ans, c'était en 2006, avec le collectif Jeudi Noir, avec qui d'ailleurs, à l'époque, avec Jean-Baptiste Hérault et Le Dalle, on avait occupé un immeuble vide, rue de la Banque, qui était en face de la Bourse, à Paris, pour y loger des mal logés, des jeunes précaires qui, du coup, ne pouvaient pas trouver un appartement, même quand on avait un boulot, parce que ce n'était pas un CDI et que les propriétaires demandaient que des CDI, gagnaient 3 fois près du loyer. On a mis la pression sur la mairie de Paris pour qu'ils le rachètent et qu'ils le transforment en logement social. Et aujourd'hui, dans cet immeuble, c'est du logement social dans un quartier où on avait 2% de logements sociaux. On l'a transformé, il y a maintenant 4% de logements sociaux. On l'a doublé. Enfin, ça avait doublé, c'était les chiffres à l'époque. Mais du coup, oui, donc à l'époque déjà, hein, il y a encore du chemin à faire, ouais. Mais à l'époque déjà, donc on faisait ça, on appelait ça les ateliers Photoshop, nous.
où on disait aux gens, de toute façon, tu peux pas, ouais, t'es content, t'as arrêté les stages, t'as un CDD, mais bon, ton CDD, malheureusement, il va pas peser bien lourd dans la file d'attente quand tu postules pour la location d'un appartement, face à celui qui a un CDI, hein, même si déjà le CDI, en plus, c'est pas forcément suffisant, parce qu'on vous demande de gagner 3 fois le prix du loyer, des logements, quand vous êtes déjà content d'avoir un CDI au SMIC, mais des logements à 400 € dans une ville comme Paris, on n'en trouve pas beaucoup. Donc on faisait ce qu'on appelle les ateliers Photoshop. Donc déjà à l'époque, et 15 ans après, bon ben voilà, ça n'a pas changé. Je ne sais pas s'ils ont mis en place des applications pour faire direct depuis son téléphone. Mais donc c'est un problème qui, malheureusement, la crise, elle n'a pas été résolue. Et donc quand je suis arrivée au Parlement européen en 2019, c'est mon premier mandat, on m'avait dit, tu verras, alors tu vas pas beaucoup travailler sur la question du logement, c'est pas une compétence de l'Union européenne. Je m'attendais pas à bosser sur cette thématique-là. Et puis en fait, si, ça a été le cas. Moi, je suis membre de la commission emploi affaires sociales au Parlement européen. Et puis je me suis aperçue qu'il y avait des liens très très forts entre les politiques qui étaient menées par l'Union européenne et les politiques du logement au niveau national et la crise du logement qui était vécue par les gens. Il se trouve que, à mon arrivée au Parlement européen, donc, a été décidé de faire ce qu'on appelle alors je vous passe les détails sur le jargon technique, mais en gros, c'est un rapport d'initiative, donc c'est un rapport qui donne la position du Parlement européen sur le logement. Ça faisait 10 ans qu'il n'y en avait pas eu. Et donc, ça a été l'occasion voilà, de travailler sur les liens entre la crise du logement et les politiques de l'Union européenne. Surtout, ça a été l'occasion, en fait, comme à chaque fois sur les sujets, je trouve que c'est une partie importante de notre boulot, de rencontrer les différents acteurs à l'échelle européenne qui représentent les locataires et de s'apercevoir que les problèmes qu'on vit en France, eh bien, les Allemands ont beau pas les dire dans la même langue, mais ils vivent la même chose. Pareil pour les Espagnols, les Portugais. De se rendre compte qu'en fait, c'est bel et bien des choses qui se vivent à l'échelle européenne. Et puis surtout, parce que je vais faire court comme introduction, mais revenir sur les éléments qui influent sur la crise du logement. Vous savez que l'Union européenne, elle est basée sur un dogme qui est le dogme de la concurrence. À la base, l'Union européenne, quand elle a été créée, donc c'était avant tout pour faire vivre un marché, avec comme objectif l'accomplissement du marché. Et il faut lever tous les freins à l'accomplissement du marché qui va permettre qu'ensuite que les gens soient heureux. Ce dogme est toujours préexistant. Et donc dans ce dogme, il y a au cœur le dogme de la concurrence. Il faut lever tous les freins à la concurrence. Et pour lever tous les freins à la concurrence, il faut, pour que la concurrence se passe de manière équitable, les aides d'État sont réglementées. Je suis un État membre de l'Union européenne, je ne peux pas apporter de subventions à des entreprises privées comme je le voudrais. Mes aides d'État sont soumises à autorisation de la Commission européenne parce que sinon je risque de fausser la concurrence. Il y a un secteur de l'activité qui ne relève pas forcément de ces règles de concurrence, c'est le service d'intérêt général, ce qui équivaut à nous, nos services publics. On appelle ça service public en France. C'est la catégorie service d'intérêt général. Mais la Commission européenne a décidé qu'il y avait des services qui sont d'intérêt général, mais qui sont des services économiques d'intérêt général. C'est tous les services d'intérêt généraux où il y a un rapport commercial. Par exemple, le transport, le train. Vous avez payé votre billet de train, donc il y a un aspect économique. Ce qui fait que voilà, la libéralisation du rail vient de là aussi. C'est un secteur, donc il va falloir lever les freins à la concurrence et donc libéraliser. Le logement, vous avez un loyer à payer. Eh bien, c'est considéré comme un service économique d'intérêt général. Donc, attention, là, les aides d'État doivent être réglementées. Vous pouvez pas, un État n'a pas le droit d'apporter une subvention au logement parce que ça fausserait la concurrence. Exception est faite du logement qui a été classé dans le service d'intérêt général, c'est le logement social pour les catégories les plus pauvres. Le logement social pour les catégories les plus pauvres, donc ce qu'on appelle PLAI en France, là, on a dit OK. Là, pour le coup, vraiment, parce que ça relève des exceptions de l'Union européenne, comme ça rend un service d'intérêt général, ça sert à l'inclusion sociale des personnes les plus vulnérables. Donc là, OK, l'État a le droit d'investir là-dedans. Ce qui fait qu'en fait, vous avez un pays comme les Pays-Bas,
en 2011, qui décide de mener une politique volontariste en matière de construction de logements publics et de dire, nous, on veut faire du logement social, mais pas pour les plus pauvres. On veut faire du logement social pour toutes les catégories de la population, enfin peut-être pas les 10% les plus riches, mais on veut construire massivement du logement public. Évidemment, hein, chacun paye en fonction de son revenu, paye plus ou moins cher en fonction de ce qu'on gagne. Et bien figurez-vous qu'à ce moment-là, les Pays-Bas en 2011 sont sanctionnés par la Commission européenne, qui leur met une amende, qui disent non, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit d'investir comme ça massivement dans la construction de logements publics, parce que vous outrepassez la catégorie service d'intérêt général en voulant créer du logement social, pas uniquement pour les plus pauvres. Et donc c'est là qu'on voit que par cette règle liée au dogme de la concurrence, l'Union européenne pose des obstacles, des freins au fait qu'un État décide de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, le secteur privé, le marché privé, il est tellement inaccessible pour une partie de plus en plus importante de la population qu'il y a besoin, et d'un, pour faire baisser les prix dans le privé, et de deux, pour tout simplement fournir un logement à des gens qui ne sont pas forcément les plus pauvres, mais qui sont plus en capacité, parce qu'ils ont leur salaire qui n'augmente pas suffisamment, les prix du logement privé qui augmentent. Donc, je vais investir, je vais rejouer mon rôle de service public en investissant dans le logement. Non, là, vous faites sanctionner par la Commission européenne. Par ailleurs, il y a une autre règle qui... D'ailleurs, ça c'est des choses qui quand même sont en train de bouger, quoi. Sont en train de bouger, notamment depuis le Covid, où on s'est rendu compte de l'absurdité de certains de ces dogmes qui étaient censés être inscrits dans le marbre, gravés dans le marbre, et on avait l'impression qu'on ne pouvait pas les bouger, que c'était, c'est la Bible, c'est comme dans une religion, les trucs qu'on ne peut pas bouger, mais c'est la règle des 3% qui disait, de la même manière que quand vous êtes un État membre de l'Union européenne, vous ne pouvez pas investir plus de 3% de votre budget annuel, enfin, vous ne pouvez pas avoir un déficit supérieur à 3% du budget. Et bien là, comme par hasard, cette règle qui, soi-disant, on ne pouvait pas toucher, elle a été suspendue provisoirement. Après, une autre affaire va être de la pérenniser. Mais donc, du coup, je pense que ça permet de faire un déclic dans les cerveaux de certaines personnes qui disaient ça ne bougera pas, pour dire, ah bah tiens, si ça a bougé à cause du Covid, ça peut peut-être bouger à terme. Et cette règle des 3%, pareil, une autre chose qui empêche d'investir comme il le faudrait dans le logement, dans les politiques du logement et notamment dans la construction de logements. Par ailleurs, autre chose, donc dans les batailles évidemment qu'on mène, c'est sortir la construction de l'investissement dans le logement des critères de Maastricht et donc de la règle des 3%, en plus en parallèle de la demande de la pérennisation, évidemment de la suppression de cette règle. Un élargissement du groupe cible aussi, c'est une bataille qui du coup a obtenu une quasi-majorité dans les discussions qu'on a eues au Parlement européen, en commission emploi-affaires sociales. En commission emploi-affaires sociales, après on a un peu les gauchistes de tous les groupes, donc même les gens de la droite, c'est un peu les gauchistes de la droite, donc c'est plus facile de discuter avec eux, mais ça c'est pas forcément représentatif ensuite de tout la vie de l'hémicycle. Mais donc il y avait aussi l'élargissement du groupe cible pour le logement abordable, enfin social, abordable, public, on l'appelle comme on veut, pour que ce soit pas uniquement, ce soit prioritairement les personnes les plus en difficulté, mais les plus pauvres, mais pas que, en fait, pour qu'on puisse construire du logement public pour l'ensemble de la population. Juste deux dernières choses, rapidement. D'abord, il y a eu autre chose aussi, si on veut faire le lien entre l'Union européenne et, par exemple, le sans-abrisme, puisque c'est le titre de cette conférence, même si c'est réducteur. Comme tu le disais, Anne, c'est le sans-abrisme, souvent on fixe des objectifs. Là, c'est pareil, l'Union européenne s'est fixé l'éradication du sans-abrisme pour 2030, enfin le Parlement européen par l'Union européenne. C'est pas un stock, le sans-abrisme, que comme ça on déciderait d'éradiquer et puis hop, il y en a 30, il y en a 20, il y en a 1, et puis une fois qu'il y en a 0, c'est bon, c'est fini, ça y est. Non, si c'est pas un stock, et si on n'élimine pas les causes qui mènent au sans-abrisme, on a beau se fixer la suppression en nombre de 100 000 sans-abri en moins, il y en aura toujours le même nombre si on ne règle rien aux conditions, aux politiques qui ont mené au sans-abrisme. Et dans les politiques qui ont mené au sans-abrisme, c'est notamment les politiques austéritaires de casse du service public, ces politiques qui sont souvent dictées aussi par la Commission européenne et qui sont une des causes du sans-abrisme. Dernière chose, c'est les plateformes, puisque pour parler d'un phénomène aussi européen, Airbnb
On a vu que dans toutes les villes où Airbnb s'est développé, ça a été du logement, des logements retirés de la location de longue durée pour aller dans la location de courte durée. D'ailleurs, pendant les confinements, dans toutes les villes, c'est les chiffres, dans toutes les villes d'Europe où du coup il n'y avait plus de tourisme et donc les gens qui avaient des locations, des biens à louer dans le marché de la courte durée sur Airbnb, ils ont remis sur le marché de la location, et ben ça a eu un effet bénéfique déjà sur le nombre de personnes qui pouvaient avoir un logement et puis aussi sur le prix des loyers parce que plus d'offres, donc ça veut dire les loyers baissent. Et donc ça, c'est aussi quelque chose où on est typiquement, encore une fois, bon, ça c'est souvent l'apanage des plateformes qui vous disent « Je suis là pour faire l'intermédiaire entre un propriétaire qui veut mettre un peu de beurre dans ses épinards pour avoir un touriste chez lui quelques jours par mois, et puis un touriste. Mais en fait, ces gens-là se disent faire l'intermédiaire des habitants d'une ville, et en fait ils détruisent les habitants des villes tout simplement parce que après on se retrouve dans des villes où il n'y a plus de logements, il n'y a plus d'habitants et on a uniquement des quartiers entiers dédiés à la location de courte durée, et en fait ils détruisent ceux pour qui ils étaient censés jouer un rôle d'intermédiaire. Voilà pour quelques différents points un peu pour faire le lien entre la dimension européenne et les politiques du logement. Je passe la parole à Kevin. Merci Leïla. Merci beaucoup. J'ai noté quelques trucs sur lesquels je voulais rebondir en vous écoutant, notamment ce que tu disais Anne au tout début sur l'intitulé de la conférence, sur le fait que la question sans-abrisme pouvait être réductrice. Elle est à la fois extrêmement importante et en effet, elle peut être réductrice et elle peut, paradoxalement, en étant mobilisée, réduire la question du logement à une pathologie, quelque chose qui est prévu comme une pathologie. Et je parlerai sur Marseille, il y a aussi des formes très comparables de présentation de la question du mal-logement comme quelque chose qui ne toucherait qu'une infime partie de la population, sans voir toutes les ramifications et le fait qu'on est tous potentiellement touchés. C'est ce que tu disais aussi Leïla, quand tu disais le sans-abrisme, c'est pas un stock en fait, c'est des trajectoires de vie en fait. Et en réalité, beaucoup de gens en fait, on a toujours l'image typique d'un sans-abri qui est là depuis 10, 20, 30 ans. En fait, le sans-abrisme, c'est aussi pour beaucoup de personnes des courtes périodes d'une vie dans une trajectoire de mal-logement qui est extrêmement chaotique, et je vais revenir là-dessus. Et avant tout, je voulais reprendre ce que tu disais, Jean-Baptiste, sur la remarque que tu as faite en regardant la salle, sur le fait que le mal-logement, c'est clairement le parent pauvre du mouvement social en France. Et merci à vous de vous y intéresser, hein. Mais c'est vrai qu'on n'est pas nombreux en fait, à s'intéresser à ce sujet en réalité, quoi. Du coup, c'est un peu de ça que je voulais repartir sur. C'est le parent pauvre des mouvements sociaux en France. À part quelques moments exceptionnels qu'ont pu être Jeudi Noir, qu'ont pu être les Don Quichotte, qu'ont pu être des grandes opérations de réquisition et de mobilisation que le DAL a pu mener, qui a pu être l'expérience dont je vais parler, c'est-à-dire l'expérience marseillaise de ces dernières années. On a épisodiquement quelques moments où le sujet revient dans le débat public, mais qui ne suffisent pas en réalité, à mon avis, pour changer la façon dont on a de percevoir le mal-logement en France, et la façon dont l'essentiel de la gauche perçoit actuellement le mal-logement en France. Et donc à partir de l'expérience marseillaise, que je vais décrire un tout petit peu au début, je voulais discuter de ça. Donc pour décrire un petit peu l'expérience marseillaise, un petit rappel pour ceux qui n'en seraient pas forcément bien informés. Moi, je milite au collectif du 5 novembre, qui est le collectif d'habitants qui s'est créé autour du quartier de Noailles, mais pas seulement, à l'échelle en réalité de l'ensemble du centre-ville marseillais, suite au 5 novembre 2018, où 2 immeubles se sont effondrés dans la rue d'Aubagne, la rue où je vis, et 8 de nos voisins sont décédés. Ça a été évidemment quelque chose qui a mis en lumière des choses déjà connues, qui sont la situation catastrophique du centre-ville de Marseille et de l'habitat ancien, mais aussi ça a provoqué une vague d'évacuation qui aujourd'hui a atteint quasiment les 6000 personnes qui ont été évacuées, qui continuent d'être évacuées encore ces dernières semaines dans l'ensemble de la ville de Marseille. Donc s'en est suivi des mobilisations assez exceptionnelles, où à plusieurs reprises, 20 à 30 000 personnes sont descendues dans la rue. Un rapport de force a été établi avec la mairie de l'époque de Jean-Claude Gaudin, et on a gagné, au bout de 8 mois de mobilisation, on a gagné en imposant des politiques publiques citoyennes, des politiques publiques qu'on avait rédigées nous-mêmes avec les personnes concernées directement, dans des cadres d'auto-organisation. Et on avait pu développer un rapport de force et une stratégie de négociation qui ont fait que la municipalité a gagné. Ce qui est au passage un des éléments déclencheurs de la crise de la droite à Marseille et du fait qu'on ait pu dégager la droite aux dernières élections.
Voilà, une fois posé un petit peu ce cadre-là, la première chose que je voulais dire, c'est sur cette question de tout le monde s'en fout du mal logement, ce que l'expérience marseillaise montre malheureusement, c'est qu'elle a révélé des trajectoires de mal logement, une trajectoire résidentielle extrêmement chaotique, où le sans-abrisme était une question récurrente pour beaucoup de personnes. Je vous prends un exemple un peu macabre, mais je le prends parce qu'il est assez révélateur, il est malheureusement peu connu. L'une des 8 victimes, Marie-Emmanuelle, donc de l'effondrement, était une personne qui, au début des années 2010, habitait dans un secteur qui est autour de la Porte d'Aix, pour ceux qui connaissent Marseille, qui aujourd'hui est impacté par les opérations, enfin qui depuis l'époque est impacté par les opérations d'Euromède. Euromède étant le quartier financier que l'ancienne municipalité avait commencé à mettre en œuvre, enfin, qui a poussé de terre et qui a impacté aussi une série d'îlots d'habitats anciens avec des stratégies d'expropriation ou de faire fuir, avec compris les stratégies les plus dégueulasses de coups de pression comme les promoteurs savent le faire, de faire fuir des habitants pour récupérer du foncier, récupérer du bâti et requalifier ces quartiers. Donc Marie-Emmanuelle s'est fait expulser en fait début des années 2010, je crois 2012 si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, et elle a eu une trajectoire de sans-abrisme ensuite. Alors c'était vraiment du logement pas cher, en état pas très correct par ailleurs, mais du logement elle avait en toit en tout cas, et elle s'est retrouvée pendant des années sans abri. C'est une artiste, elle est précaire, et c'est comme ça qu'elle se retrouve en fait à habiter dans l'immeuble qui s'est effondré, parce que pour sortir de cette trajectoire, la seule solution qu'elle avait, c'était d'arriver par là, d'arriver dans ces bâtiments-là, et en fait de dégringoler dans l'échelle du mal logement que Marseille peut offrir. Autre exemple, dans les évacuations dont je vous parlais, donc quasiment 6000 évacuations aujourd'hui, on a toute une série de personnes qui sont aujourd'hui protégées théoriquement par le droit, parce que sont ce qu'on appelle les occupants de bonne foi, c'est-à-dire des personnes qui payent en loyer mais sans bail écrit et plutôt dans des accords oraux avec le propriétaire. Souvent c'est des personnes sans papier, pas seulement, mais c'est souvent des personnes sans papier. Ces personnes-là sont théoriquement protégées par le droit qui ne regarde pas d'une part au statut administratif, donc qui protège théoriquement les personnes sans papier aussi, et qui par ailleurs, le droit est censé prévoir que toute personne qui occupe de bonne foi un logement en payant un loyer est protégée par le même droit que les autres. Pourtant, en réalité, pour toute une série que vous pouvez bien imaginer de difficultés administratives à faire valoir ses droits, une série de craintes surtout qui conduisent à ne pas se rapprocher ni des pouvoirs publics, ni des associations, ni des collectifs, etc., ces personnes-là se sont retrouvées pour beaucoup sans abri. Donc aujourd'hui, dans cette crise du logement marseillais, dans ces 6000 personnes, on a beaucoup de mal à estimer combien aujourd'hui sont dans quelle situation. Notamment, on sait qu'il y a environ 1500 personnes qui sont dans des appartements hôtels ou des logements provisoires quasiment vides de meubles, et des centaines de personnes qui sont sans abri. Je prends ces exemples-là pour montrer que le sans-abrisme est une question de trajectoire de vie. Ce n'est pas une situation sociale inaliénable qui se maintient dans le temps, c'est une trajectoire résidentielle dans laquelle on peut tous tomber. Et par ailleurs, je n'ai pas pu choper les chiffres là devant moi, mais par ailleurs, c'est quelque chose qui est connu, c'est que certains sondages montrent que c'est une crainte que les Français ont régulièrement et qui augmente au fil des années le fait de pouvoir un jour dans sa trajectoire de vie devenir sans-abri. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire, c'est que tout le monde est concerné. La deuxième chose, c'est que tout le monde va être de plus en plus concerné. Et là, j'en arrive à comment est-ce qu'on fait pour changer cet état de fait que tout le monde se foute du mal logement. Il faut en refaire un sujet. Il faut en refaire un sujet et comprendre bien en quoi c'est un sujet que politiquement on peut développer évidemment, qu'on doit moralement développer. J'ai pas besoin de vous convaincre sur ce sujet, je pense, mais aussi qu'on peut développer et qu'on va avoir à développer de plus en plus. Donc, outre toutes les questions que je viens d'évoquer qui sont liées grosso modo aux situations de précarité, que la crise économique va aggraver et qui font qu'une grande partie de la population peut se retrouver dans des trajectoires résidentielles compliquées, il y a un élément qui, il me semble, n'est pas encore assez développé et que l'expérience de Marseille révèle aussi, c'est l'élément crise climatique. En quoi la crise climatique va changer cette question-là? Ça a été une question qui, pour nous, a été très compliquée à avancer, parce qu'au lendemain des effondrements, Jean-Claude Gaudin, pour se dédouaner de toute sa responsabilité politique, ce n'est pas le sujet de mon intervention, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que Gaudin est un assassin et que j'espère qu'il sera mis en tôle, c'est un autre sujet, important, mais c'est un autre sujet. Mais dès le lendemain de l'effondrement, il explique dans les médias que cet effondrement n'est pas de sa responsabilité et que c'est la faute à la pluie, que c'est la faute aux pluies torrentielles qui sont abattues sur Marseille les jours qui précédaient. Vous imaginez évidemment toute l'émotion que ça peut provoquer lorsqu'on perd ses voisins, ses proches, ses amis, ses enfants, pour certains évidemment, d'entendre une telle parole publique, là où ce qui est attendu de l'édile de la ville, c'est un minima,
petit peu de compassion et surtout une protection de l'ensemble des personnes qui commençaient à être évacuées à ce moment-là. Il y avait 500 personnes qui étaient évacuées dans les premiers jours. Ça nous a empêché du coup de discuter de cette question-là de la pluie, évidemment, parce qu'on refusait de s'affronter à ce sujet-là. Et pourtant, on a compris au bout de quelques jours, quelques semaines, assez rapidement, par une question de protection des propriétaires, qu'il y avait bien une possibilité de faire admettre en catastrophe naturelle cet effondrement et les conséquences que ça pouvait avoir sur les immeubles aux alentours. C'était compliqué à faire apparaître publiquement, mais en réalité, on a commencé à creuser un petit peu ce sujet. Et le fait est qu'à Marseille, en 2017 et 2018, on vit 2 séquences climatiques exceptionnelles, qui sont une des plus grandes sécheresses qu'on ait eues dans les dernières décennies en 2017, et un état de catastrophe naturelle par ailleurs qui est instauré par la préfecture des Bouches-du-Rhône sur certains territoires, dont le territoire de Noailles. Et en 2018, les pluviométries de novembre 2018, octobre-novembre 2018, sont également l'une des plus grosses qu'on ait eues dans les dernières décennies. Et en fait, c'est ce séquençage-là d'événements climatiques extrêmes qui se polarisent au fur et à mesure, et c'est bien un des éléments principaux du dérèglement climatique, qui en partie explique que des bâtiments qui n'ont pas été entretenus depuis des décennies, que les rentiers n'ont pas entretenu, que les marchands de sommeil n'ont pas entretenu, que les politiques n'ont pas entretenu, etc. Et je dis surtout pas ça pour les dédouaner de leur responsabilité, évidemment, mais ce séquençage-là crée évidemment une fragilité des bâtiments plus extrême. Et en Méditerranée, ces dernières années, on a vécu à Casablanca ou à Istanbul, par exemple, des événements similaires qui, de la même manière, peuvent être connectés en partie, évidemment, aux politiques, à la rente, à l'économique, et en partie vont être aggravés de plus en plus par la crise climatique. Si vous regardez dans la vallée de la Roya, par exemple, les dégâts que la tempête Alex a fait, on a fait un débat ensemble avec les copains de la vallée de la Roya récemment, c'était assez évidemment dramatique mais intéressant, c'est qu'il y a les dégâts de la tempête Alex, donc un événement climatique majeur, là on part vraiment voilà, tout le monde comprend que bien l'événement climatique est central, mais ce qui est important aussi c'est que qui a été principalement touché par les délogements suite à la tempête Alex, c'est les habitants les plus précaires qui vivaient en bas, au bord du fleuve, au bord de la Roya, et qui avaient été mis dans les bâtiments les plus dégradés, les plus en danger pour des questions notamment topologiques et géologiques. Donc il y a un sujet qui va se produire. Ce qui est intéressant, important à défendre politiquement, c'est que premièrement, ça va être de plus en plus grave, évidemment, que des événements comme celui de Marseille, de Casablanca, d'Istanbul, de la Roya, etc., on va en avoir de plus en plus ces prochaines années. Pardon. Je viens. Mais également que des couches sociales de plus en plus larges vont être touchées. Pour 2 raisons. C'est d'une part l'aggravation en elle-même, quantitative, et d'autre part, c'est un effet très paradoxal de la gentrification qu'on a pu observer à Marseille, c'est que les premières populations de classe moyenne qui veulent habiter dans des logements où ils ont les moyens de pouvoir se loger, et qui pour plein de raisons de style de vie où ils ont envie d'aller, comme des quartiers populaires du centre-ville de Marseille par exemple, ça va être des petites classes moyennes diplômées avec des revenus relativement faibles qui vont investir ces logements. Qui, dans le cas marseillais par exemple, c'est vraiment horrible, je suis désolé. Dans le cas marseillais par exemple, c'est exactement tous ces immeubles qui ont été mis en péril ces dernières années. On parle de 800 immeubles qui ont été mis en péril ces dernières années à Marseille. Et pour finir, je terminerai juste sur un point. Sur comment est-ce qu'on en fait un sujet. Là, j'ai répondu à pourquoi on en fait un sujet politique et pourquoi on va devoir en faire un sujet politique de plus en plus important. Sur comment on en fait un sujet. Moi, je retiens 3 choses dans l'expérience du collectif 5 novembre à Marseille, que Jean-Baptiste a un petit peu évoqué tout à l'heure, notamment. La première chose, c'est construire des coalitions sociales. Ce qui est important à Marseille, c'est que, paradoxalement, le fait que cette vague d'évacuation ait touché des couches sociales très différentes, ça a aussi créé la possibilité qu'il y ait... Putain, c'est horrible. Désolé, je sais pas, ouais. Ça va me pousser à conclure. La première chose, c'est qu'on s'est retrouvé du coup avec des classes populaires fortement touchées, mais aussi des classes moyennes qui ont été touchées, aussi des journalistes qui ont été touchés, des agents de la préfecture qui ont été touchés, très surprenant, mais des agents de la préfecture et qui ont négocié, qui étaient touchés indirectement par ces évacuations, et que du coup ça va rendre disponible de plus en plus de monde à se coaliser sur ces questions-là. Ça, c'est un truc à avoir en tête. La deuxième chose, c'est de refaire des mal logés un sujet. Le logement est typiquement une question extrêmement technique qui a été rendue technique en partie volontairement pour en faire quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, alors qu'en fait le mal logement c'est une question purement humaine. Par le drame, évidemment, pour nous ça a été assez normal que cette question-là, cette réhumanisation du mal logement soit sur le devant de la scène, mais c'est aussi dans nos stratégies de lutte, et le DAL le fait très bien par exemple, ou d'expérience en Espagne ou en Italie aussi,
c'est aussi dans nos stratégies aller dans l'auto-organisation et de montrer que les personnes sont expertes de leur logement elles-mêmes. Et je vais vraiment finir là-dessus. Ah, c'est horrible. Je vais vraiment finir sur un point, c'est la limite de cette chose-là. C'est horrible. Une des limites de cette chose-là qu'on a pu voir, notamment à Marseille cet été, c'est que ce qui a fonctionné à Marseille, c'est que cette vague d'évacuation s'est produite en centre-ville, dans des espaces dont tout le monde était familier et qui pouvaient, du coup, dramatiquement, y compris toucher sensiblement et être central politiquement. Cet été, on a eu un incendie dans la Cité des Flamands, dans le 14e arrondissement, dans les quartiers nord, qui a fait 4 morts. Alors, je vous passe les détails, mais 4 morts en partie liés à la criminalité et au mal logement, et un incendie quelques semaines avant dans la cité de Félix Piat, dans le 3e arrondissement, qui a fait une morte également. Personne n'en a entendu parler. Et ça, c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est que personne n'en a entendu parler, alors qu'on est bien sur des drames qui ont provoqué des morts, tout simplement. Je vous passe les détails de pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu parler, parce que c'est des personnes étrangères, parce qu'on est dans les quartiers nord, parce qu'il y a peu de réseaux militants aussi autour de ces quartiers-là, moins denses en tout cas qu'en centre-ville de Marseille. Mais il y a une raison aussi extrêmement importante, c'est que dans les questions de mal logement, aujourd'hui, il y a quand même, je pense, un grand impensé dans nos stratégies politiques, c'est la capacité d'aller mêler les questions je ne sais pas comment le dire directement, mais de taper tout autant sur le logement privé que sur le logement social. Aujourd'hui à Marseille, et là je pense à la mairie socialiste de Marseille actuellement, explique que tout ce qui concerne le privé, c'est pas de son ressort, qu'elle ne s'occupera que du public et du social. Que 80% c'est pas son ressort et que 20% c'est son ressort. Sauf qu'en réalité, les bailleurs sociaux sont dans une impunité totale sur les conditions de logement dans lesquelles ils font vivre les gens. Et donc il y a énormément de batailles sur l'augmentation des logements sociaux, etc., etc., etc. Mais il y a cette bataille-là aussi qui vraiment va falloir mener en compagnie des copains des quartiers populaires qui les mènent souvent de manière isolée. C'est d'arriver à se coaliser en tant que mouvement social autour de ces situations-là et de taper aussi, de montrer que même les pouvoirs publics ne sont pas exemplaires et que bien au contraire, ils sont souvent les premiers marchands de sommeil dans leurs pratiques et dans les conditions de mal logement dans lesquelles ils mettent les gens. On va pouvoir passer aux questions. Je sais qu'il y en a, enfin, aux interventions. Et du coup, je vais faire passer. Et oui, quand même, j'ai été très rapide tout à l'heure. Je voulais juste revenir quand même sur le cœur du titre, du coup, sur le zéro SDF. Il faut savoir quand même qu'il y a un plan qui est sorti en 2017 par la Fondation Abbé Pierre et qui disait qu'en fait, sous 5 ans, dans les petites villes et moyennes villes, on pouvait éradiquer le sans-abrisme et sur 10 ans, dans les grandes villes. C'était finançable puisque, par exemple, on met 3,5 milliards cette année pour faire de l'hébergement d'urgence. Donc ça montre bien qu'on a les sous et les moyens pour résorber le problème et que effectivement c'est une manière de ne pas lutter après contre le mal logement, de se focaliser uniquement sur la partie sans-abrisme. Voilà. Merci à vous tous. Je suis d'accord avec vous que cette question du logement de manière plus globale, elle est aussi pour moi importante que la question des salaires, parce qu'on voit bien, je trouve que ça a été bien expliqué dans vos interventions, comment la logique capitalisme, enfin la financiarisation du système capitaliste a fait de la question de l'investissement sur le logement la meilleure source de profit, le plus maximum en termes de rente, quoi. Et le contre... Enfin, la face du miroir, c'est le taux d'effort qui est de plus en plus important sur la part consacrée à ces revenus au logement. Donc, c'est bien toute l'entièreté du problème. La question des sans-abrismes est totalement liée à cela. Moi, j'aurais voulu savoir un peu vos réflexions par rapport justement à toutes ces nouvelles lois qui ne sont pas respectées, qui sont sans doute faites pour ne pas être respectées, d'abord et avant tout. Comment peut se poser aussi la question d'une police du logement ? Et comment, de manière, je dirais, transitoire, avant qu'on ait pris le pouvoir, même si on l'aura en 2022, allons-y, comment créer aussi les conditions pour ceux qui auraient, par exemple, des responsabilités au niveau de collectivités locales, de créer des contre-pouvoirs pour faire respecter les droits des locataires et les droits de tous à l'accès au logement et à l'hébergement. L'évolution de nos réflexions sur la sécurité sociale du logement, c'est-à-dire l'intégration
de la question du logement et de la sécurité des parcours de vie, du logement, comme ce qu'il en est de la santé. Je pense qu'il faut absolument qu'on creuse cela. Moi, j'étais aussi marquée par vos interventions quand vous reveniez à chaque fois en disant oui, la question du logement, c'est le parent pauvre du mouvement social. Je pense qu'on ne peut pas, nous, être un mouvement France Insoumise au service de la stratégie de révolution citoyenne et parler de la question de l'unité populaire pour être majoritaire là en 2022, si à un moment donné, pour toutes celles et ceux qui sont extrêmement impliqués, militants dans les grandes métropoles, on ne prenne pas à bras-le-corps la question du logement. Pas simplement d'un point de vue programmatique, mais vraiment dans nos méthodes militantes. Je pense vraiment que tout le monde, je pense maintenant, est convaincu que militer, c'est pas convaincre au sens venir avec une bonne parole descendante, mais vraiment faire du porte-à-porte, être à l'écoute et essayer de construire avec les gens une reprise de confiance en nous-mêmes sur la capacité qu'on a de changer le cours de l'histoire. Et je pense qu'on ne peut pas se dire, c'est bon les gars, on a une stratégie, les gars, les filles, on va avoir une stratégie victorieuse pour la présidentielle, on sera en capacité d'avoir un peuple tellement confiant en lui-même qui va aller à donf dans le processus d'assemblée constituante, puis vous allez avoir un gouvernement de rupture, et même quand toute l'oligarchie va vouloir nous empêcher de faire la politique qu'on voudra faire de rupture, le peuple sera là pour se mettre en mouvement. Si, de façon transitoire, les gens sont complètement tétanisés et n'arrivent pas à défendre leurs droits face à un bailleur, face à des élus locaux qui s'en tapent, face à des privés qui les surexploitent. Donc vraiment, je pense que la question qu'on doit se poser, nous, dans notre façon de militer, quand on fait du toc-toc-toc au porte-à-porte, on n'est pas là pour convaincre, on est là pour organiser une rencontre et penser à chaque fois comme une priorité qui est demander aux gens comment ça va, et d'ailleurs comment ça se passe chez vous. Et vous allez voir qu'ils vont tous vous parler des problèmes du quotidien, de l'ascenseur qui est toujours en panne, du chauffage qui n'a pas été respecté, de tous les problèmes qui pourrissent la vie du quotidien et qui sont des illégalités du manquement du bailleur, public ou privé, à leurs droits fondamentaux. Et là, vous avez une matière là qui est top. C'est un peu cynique de dire ça, le prenez, enfin, vous me connaissez, enfin, pour ceux qui me connaissent, voilà, je ne suis pas dans ce cynisme-là, mais je veux dire, c'est une opportunité qui doit permettre justement de co-construire de la lutte avec les gens. Bon, alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour que ça change? Et je pense que la reprise de la confiance des gens en eux-mêmes et en l'action politique et leur capacité à un moment donné à sortir de l'abstention et à aller mettre un bulletin de vote, ce sera aussi de nous voir pas comme des militants politiques extérieurs à leur vie, mais qui au quotidien essaient de construire de la résistance avec eux sur ce qui pourrit immédiatement leur vie. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que dans cette campagne présidentielle, la question du logement, elle doit être première, non seulement en termes programmatiques, parce que c'est un élément clé dans la rupture, avec la financiarisation du capitalisme, et qu'on ne peut pas vouloir le dépassement du capitalisme sans avoir une politique radicale sur ce bien commun que doit être le droit au logement, enfin, mais aussi dans nos pratiques militantes, de manière éduc-pop et auto-organisation, être capable d'apprendre nous-mêmes en humilité ces luttes-là, et arrêter de voir, je dirais, en extériorité notre engagement politique, ceux qui sont engagés dans des luttes citoyennes, ou associatives ou d'associations de locataires. Ne pas non plus chercher à faire mieux que ce que d'autres font, mais penser à faire ensemble dans ces combats-là. Voilà, j'étais un peu longue. Du coup, je vais d'abord donner à la dame, et après j'ai monsieur et j'arrive. On va prendre plusieurs séries de questions, puis comme ça après on répond. Merci, j'avais pas vu que Daniel Simonet était parmi nous. Je suis ravie de vous revoir. Moi, j'avais une petite question, mais c'était sur le mal logement et les migrants, parce qu'en ce moment, je pense qu'on est beaucoup à être dans des collectifs où on essaye aussi de loger les gens qui arrivent d'ailleurs. Ou voilà, bon, donc je voudrais poser un petit peu la question à Drôle Logement, à Laïla et puis à notre ami Kevin s'il a retrouvé son souffle. Sur voilà, comment organiser ça, comment ne pas donner l'impression aux gens qui ont des problèmes de logement et qui sont, je sais pas comment on peut dire, français de souche, enfin bon, pas donner l'impression qu'on fait une discrimination et qu'on donne plus à ceux qui viennent d'ailleurs qu'à ceux qui vivent ici. Enfin, moi, c'est un problème que j'ai rencontré, où je me suis même fait souvent agresser en disant ouais, tu ferais mieux de t'occuper, et puis bon, l'extrême droite s'en saisit, tu ferais mieux de t'occuper des gens qui habitent ici et des Français. Bon, comment on peut justement lier les deux combats? Et pour faire écho à ce que vient de dire Daniel, on a vécu une expérience formidable il y a quelques jours, quelques semaines, avec les caravanes de l'Union populaire,
Bon, nous, on était sur Nîmes, on a accueilli une caravane et on a une de nos camarades qui a participé à la caravane sur une semaine. Et effectivement, c'était pour apporter un témoignage que c'est formidable le vecteur qu'on a. Et effectivement, tu dis que c'est cynique, mais effectivement, on a été, nous, super bien accueillis parce que les gens nous ont dit, en plus, vous venez hors période électorale. Bon, alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que pour nous, on est déjà en période électorale, mais ils ont apprécié que ça soit pas un mois avant les élections. Vous venez en plein été ? Bah oui. Pourquoi ? Parce que d'habitude, il n'y a personne. Et puis en plein été, il y a plein de gens qui ne sont pas partis à cause du Covid. Donc effectivement, dans les quartiers où on était, il y avait plein de gens, alors que d'habitude, il n'y a personne l'été. Et donc, effectivement, c'est un vecteur vraiment très très fort et très... Comment dire ? Ça donne la pêche, quoi, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on agit tout de suite et que tout de suite ça procure du bonheur. Donc moi j'engage tout le monde à le faire. C'est toujours un peu compliqué, surtout quand on a des têtes de blondes, d'arriver dans certains quartiers parce qu'ils nous regardent, l'air de dire t'es pas d'ici toi. Mais oui, mais je suis pas d'ici, mais voilà, j'ai eu peut-être cette chance ou peut-être cette malchance parce que du coup on vit autre chose, mais on est quand même avec vous, quoi. Et puis c'est important d'être ensemble. Voilà, c'est très naïf comme réaction, mais je pense que c'est une occasion de démarrer qui est très facile et qui est extrêmement, qui rend énormément d'énergie et de bonheur, quoi. Merci beaucoup. Moi, je représente le Nord, vu que je suis de Lille. Alors, il y a deux questions que je voudrais poser, parce qu'on perd des mal logés. Je suis administrateur dans les logements sociaux, en plus. Alors, on perd des mal logés. Alors, c'est vrai que, comme partout en France, il y a des gens qui sont sans abri, qu'il faut les loger. Par contre, on a tendance à oublier, c'est qu'on a des personnes handicapées qui sont mal logées. Et qu'il n'y a pas d'établissement où alors les bailleurs ne font pas non plus des logements adéquats pour les personnes handicapées, qui veut dire en rez-de-chaussée, PMR, etc. Et ça, on parle toujours des mal logés, on parle aussi, mais on a tendance à oublier les handicapés, qui ont le droit de vivre comme tout le monde, avec une vie décente. Voilà. Merci déjà aux intervenants pour leur présentation, c'était très instructif. Moi, je voulais revenir sur plusieurs choses. Une première qui a été déjà dite à la tribune, et je trouve que là, les différentes interventions révèlent l'importance du sujet, c'est qu'il ne faut pas prendre la question du sans-abrisme isolément de la question du logement en général et de la crise du logement. Parce que si on refuse de penser que le sans-abrisme, c'est le bout de la chaîne du logement trop petit, trop cher, du logement dégradé, etc., on en arrive du coup à segmenter les problèmes sociaux et à penser que finalement les sans-abri, c'est des gens qui sont des marginaux, des inadaptés sociaux, des gens qui finalement, c'est de leur responsabilité individuelle, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer un logement, ils ne savent pas payer leur loyer, ils ne savent pas faire les efforts suffisants. Et on rentre dans une politique qui est du coup pas une politique sociale égalitaire, mais qui est une politique sociale finalement coercitive, de réadaptation sociale, où on se met envers ce public à avoir une attitude qui est pas correcte. Et voilà, Jean-Baptiste, par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'hébergement d'urgence, qui est un sujet qui devient majeur parce qu'effectivement, on ouvre d'année en année de plus en plus de places d'hébergement d'urgence. Mais aujourd'hui, pour une personne sans domicile, vivre dans l'hébergement d'urgence, c'est pas vivre correctement. L'hébergement d'urgence, c'est donc non seulement très souvent des conditions matérielles qui sont dégradées, mais c'est aussi coercitif dans le sens où dans l'hébergement d'urgence, on n'a pas le droit de choisir toujours à quelle heure on rentre le soir, on n'a pas une liberté de ce qu'on fait dans sa chambre. D'ailleurs, souvent, on est à plusieurs dans une chambre et on ne nous laisse pas le choix de avec qui on vit dans la chambre de 12 mètres carrés, etc. Enfin bref, c'est des contraintes qui sont extrêmement fortes. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Il faut absolument voir les personnes qui sont sans abri comme une part du corps social qui est au bout de cette chaîne du mal logement et qui certes est confrontée
aux conséquences les plus gravissimes, mais il faut à tout prix chercher à créer de l'unité, de la solidarité entre toutes les personnes qui sont confrontées à ce problème du mal logement. Et je disais, les différentes interventions qu'on a eues me font penser à ça, parce que c'est vrai que du coup, on a parlé de différents publics qui sont touchés par cette question du mal logement ou du sans-abrisme, que ce soit les personnes immigrées, les demandeurs d'asile, que ce soit des personnes qui sont en situation de handicap. On a là plein de catégories de la population qui ont, pour des raisons particulières, des difficultés de logement, mais qu'il faut, je pense, absolument qu'on cherche à unifier dans notre action politique. Il faut absolument qu'on soit dans un discours qui est celui du droit au logement comme un droit universel, un droit qui concerne toutes les personnes, et absolument éviter la mise en concurrence, parce que pour ceux qui travaillent un peu dans le logement social ou dans le social en général, et même pour les militants associatifs, vous savez que cette question de la mise en concurrence des publics, elle est super importante. Dès qu'on revendique un droit pour quelqu'un, la question c'est oui, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui, elle, est un peu plus méritante parce que quand même elle se lève le matin, elle va bosser, ou elle est française quand même comparée à l'immigré, donc est-ce que c'est pas à elle en priorité qu'il faudrait donner le logement digne, etc. Donc ça vraiment, la nécessité d'être unifiant et de défendre le principe universel du droit au logement, c'est quelque chose qui me paraît important. Et alors la deuxième chose que je voulais dire, je vais aller un petit peu plus vite, mais c'est un peu en lien avec ça, c'est quand après on réfléchit en termes de stratégie de mouvement social. Parce que du coup, vous avez été plusieurs à le dire, et moi je trouve que c'est super intéressant comme question, que quand on regarde la question du logement, c'est à la fois fondamental dans la vie des gens, c'est généralement de très gros problèmes. Et finalement, quand on regarde les mouvements sociaux qui correspondent à ça, on a la chance à la tribune d'avoir 2 représentants d'associations ou de collectifs qui se mobilisent fortement. Mais c'est vrai que comparé à d'autres sujets, d'autres secteurs de la société, on se dit pourquoi il n'y a pas des mouvements sociaux qui sont plus forts. Donc moi, je pense que ça amène à des réflexions stratégiques, alors, y compris à la France Insoumise, on les a eues. Enfin, Daniel en a un petit peu parlé. Voilà, moi, dans l'espace auto-organisation, avec Leïla notamment, on a fait beaucoup d'auto-organisation et de mobilisation de locataires dans les logements sociaux, donc on s'est aussi posé beaucoup de questions stratégiques comme ça. C'est sûrement quelque chose à creuser, mais j'ai évidemment pas de réponse clé en main. Je sais, il y a au moins une chose qui me paraît importante, c'est que la particularité des mouvements sociaux dans le logement, c'est que ce ne sont pas des mouvements sociaux, la plupart du temps, qui réclament une évolution de la loi et du droit. C'est pas comme par exemple un syndicaliste qui va manifester pour augmenter le salaire minimum. C'est des mouvements sociaux pour faire respecter le droit qui existe déjà. Voilà, si on prend par exemple le DAL, les actions que vous faites en ce moment avec le collectif Réquisition, et d'ailleurs Jean-Baptiste, je veux bien que tu nous en parles un petit peu plus, parce que je crois que tu l'as pas abordé, si tu peux développer un petit peu ça. C'est en fait un mouvement social qui dit juste, dans le code de l'action sociale et des familles, il y a un article qui dit que c'est l'hébergement inconditionnel et que toute personne sans abri a le droit à un hébergement. Le droit existe déjà et il n'est pas appliqué. C'est un mouvement social qui réclame l'application du droit. Et ça, on peut le prendre sur plein d'autres sujets. On parlait de l'encadrement des loyers, par exemple. Effectivement, Jean-Baptiste a bien dit comment la loi est mal faite et comment elle s'applique mal maintenant. Il faudrait alors un mouvement social qui fasse appliquer cette loi sur l'encadrement des loyers. C'est ça la réflexion à avoir. Enfin, en tout cas, voilà, je m'arrête là, mais à mon avis, sujet majeur, parce que c'est dans les mois et dans les années à venir, socialement, c'est un sujet qui va encore monter, notamment en conséquence de la crise sanitaire et sociale qu'on a maintenant. Le sujet du mal logement va devenir de plus en plus important et politiquement, ça me paraît indispensable de s'y positionner. Merci. Pour qu'on puisse prendre toutes les questions, je vais vous demander d'avoir des interventions un petit peu plus courtes. Est-ce que vous pouvez lever la main? Et comme ça, que je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, donc 8 interventions. Et puis peut-être j'en prends 4 et vous pouvez répondre. Et, on fait comme ça? Ça vous va? Parce qu'en plus, tu dois partir à 17h. Donc voilà, merci. Oui, merci. Écoute, d'abord, merci aux intervenants pour leur présentation que j'ai trouvée très complète et très concise. En fait, c'était très intéressant. Moi, j'avais une question par rapport à la présentation du budget consacré au logement. Je me posais la question de savoir si les primes de défiscalisation sont incluses dans les sommes que tu as données. Parce que l'État finance aujourd'hui l'acquisition par des spéculateurs de biens immobiliers qui sont normalement réservés à la location, mais qui, au bout de quelques années, à défaut de contrôle,
passe dans un secteur de location de courte durée. Et moi, venant de La Rochelle, je peux vous dire que c'est la ville qui se gentrifie avec des mesures comme celle-ci. Et donc, je voulais savoir si... pardon, ah bon, bon bah, je me lève. Donc, voilà, je voulais savoir aussi, pour lutter contre la gentrification, des mesures telles que des mesures de préemption, par exemple, je vais dire au niveau de l'acquisition des ventes immobilières, des mesures comme la limitation des locations de meublés, ce qui existe à Paris, je crois, enfin Daniel Simonet a l'expérience, je sais que c'est pas très concluant, mais enfin, je veux dire, c'est des mesures qui pourraient être mises en place, je pense, pour pouvoir limiter la transformation de logements d'habitation en logements de meublés. Et aussi, alors Daniel a parlé tout à l'heure de la police du logement. Donc je crois qu'elle parlait de la police du logement en ce qui concerne les conditions sanitaires du logement ou de sécurité, mais aussi, y compris en termes de location de logements qui ne sont pas consacrés à l'habitation principale. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de mesures sur lesquelles il serait intéressant de se pencher. J'en ai vu l'ébauche un petit peu dans le programme, mais je crois qu'on n'est pas... voilà. Alors, sans vouloir dévoyer la discussion sur tout ce qui concerne le mal logement, je veux dire, je pense que c'est aussi une question qu'il faut évoquer parce que en chaîne, c'est le début de la chaîne, ça. Je veux dire, la transformation des logements en habitation secondaire, enfin en logements vides, et qui sont consacrés à la location saisonnière, quoi. Voilà. Peut-être que vous pouvez commencer à répondre. Oui, je te remercie, Anne. Bon, moi, d'abord, c'est la question. Pour moi, la crise qu'on connaît aujourd'hui, la cause de la crise, c'est le logement cher. Moi, je le rappelle, hein, nos analyses, c'est la cherté du logement, du foncier bâti ou à bâtir, de l'immobilier et des loyers. Donc ça, c'est vraiment la cause originelle de la crise que nous connaissons aujourd'hui, contrairement à la crise d'après la Deuxième Guerre mondiale, où on avait une crise, je dirais, d'insuffisance criante de logements. Voilà. Donc ça, c'est un élément. On a 3,1 millions de logements vacants. En menant une politique active de mobilisation de ces logements vacants, et pas que la réquisition, je dirais tout le reste, hein. Mesures incitatives, on renforce la taxe, etc. etc. Et puis on bouge du côté des curatelles, on bouge du côté des successions, etc. Bon, on a moyen de remettre quand même pas mal de logements en prenant le taureau par les cornes et en urgence. 2, on peut bloquer, il faut prendre une mesure immédiate de gel, de baisse des loyers, d'encadrement à la baisse dans toutes les zones tendues. Ça pourrait être une loi, en 6 mois, c'est réglé. Hein. Donc on baisse les loyers comme ils ont fait à Berlin. Ça, c'est un élément qui pourrait modifier complètement le décor. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis, toi, la spéculation qui est encouragée par l'amortissement fiscal, les politiques d'amortissement fiscal, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment, qui aura un impact, parce que ça baisserait la rentabilité locative et ça amènerait à... Après, nous, on a réfléchi aussi dans les dispositions. Moi, je pense la meilleure garantie sur les loyers, hein, mon point de vue, on en causait tout à l'heure, mais la meilleure garantie sur les loyers, c'est les loyers bas. C'est les loyers bas. C'est des loyers accessibles. C'est la meilleure garantie qu'on puisse trouver. Bon, après, il y a les accidents de la vie, etc. D'accord, ok. Mais si derrière, tu as une couverture d'aide à la personne, c'est-à-dire d'APL, ça fonctionne. Voilà. Alors maintenant... Ce que je trouve intéressant dans les luttes du logement, c'est ce qui m'a engagé là-dedans d'ailleurs, hein. C'est le concret, c'est-à-dire qu'on a des victoires. C'est des petites victoires qu'on gagne comme ça, bon allez, on se met tous ensemble, on serre les coudes, bon voilà, il faut sortir les gens de leur isolement, de la merde dans laquelle ils sont, et on peut foutre des Français, des Blacks, je sais pas quoi, des Sri Lankais, des Afghans, enfin à la fois donc des migrants, les nouveaux venus, les derniers venus, ceux qui sont arrivés il y a un peu plus longtemps, et puis ceux qui sont là depuis longtemps, j'en sais rien, ou leur famille est là depuis longtemps. Et voilà, on peut très bien, sur la question du logement, on peut se retrouver, c'est-à-dire qu'on est tous dans la même merde, et donc on doit pouvoir agir de manière solidaire et se défendre. Et vous savez, quand il y a une mobilisation collective qui s'engage,
il y a des liens qui se créent. Il y a des barrières qui tombent et des préconçus, etc. Donc voilà, pour nous, la lutte, non seulement elle paye, mais en plus, elle forme. Elle forme, elle amène, elle renforce les solidarités. Voilà. Maintenant, sur la collectif réquisition. Collectif réquisition. C'est une alliance entre des associations qui font un travail, on va dire, humanitaire, mais humanitaire, on va dire, indépendant. Ce n'est pas d'action humanitaire dépendant des institutions publiques ou des fonds publics. Hein. Donc, qui font de l'action humanitaire et qui en ont marre de faire des maraudes et d'en faire toujours plus des maraudes, etc., etc. Donc, on a décidé de s'allier. Enfin, on a décidé de s'unir, de s'allier et de faire des actions de visibilité des sans-abri. Voilà. Pour exiger la mise en œuvre du droit à l'hébergement jusqu'au relogement. Alors, pourquoi le collectif réquisition ? Parce qu'on a commencé, la première action qu'on a faite, nous on les a amenés là-dessus, c'est déposer des demandes de réquisition. 550 sans-abri qui ont déposé des demandes de réquisition. Voilà, donc on les a déposés à la préfecture de région, et puis après, on a été occupé un truc qui était vide, et puis ils ont hébergé, proposé des solutions d'hébergement immédiates dans les heures qu'on suivit, tu vois, etc. Et ça, on s'est dit, le sentiment qu'on ait pu ça continuer, après on était sur les places, on a occupé un gymnase, on a obtenu l'hébergement de 3000 sans-abri. Mais ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cacher cette misère que je ne veux pas voir, parce que ça va me faire chier pour les élections. Moi, je veux arriver en ayant la main sur la bouche en cœur et montrer ma générosité, la générosité dont je fais preuve à l'égard des plus souffrants, tu vois, ou à l'égard des plus démunis. C'est ça la politique là, d'hébergement. Mais comme comme ça a été dit, la politique actuelle produit massivement du sans-abrisme. Et c'est le tonneau des Danaïdes. De toute manière, on remet les sans-abri dans la rue. Il y en a quelques-uns qui sont en écrème, c'est la politique de l'écrémage. Et donc, il y a quelques-uns qui bénéficient de logements intermédiaires, etc., et qui vont avoir à montrer leur capacité à, tu vois, c'est ce que tu disais, voilà. Et donc, mais en attendant, et à côté, on va recommencer à expulser. Et puis, il y a les bailleurs qui foutent les locataires illégalement à la rue, et machin. Enfin, on a droit à tout en ce moment. Bon, donc voilà. Et sur la question, évidemment, du handicap, d'accord, hein. C'est évident que les bailleurs sociaux, il faut qu'ils fassent leur job, mais pas que, mais il faut qu'ils fassent leur job. Il y a une loi, la loi Elan, elle a réduit les obligations en matière de logement pour les handicapés. Tu sais ça ? C'est-à-dire, je ne sais plus, il va y avoir de l'ordre d'un logement sur 10, un truc dans ce goût-là, qui devait être équipé pour le handicap, en chaise, quoi. Et ils l'ont fait sauter. Il y a l'obligation d'ascenseur, puis c'est aussi l'histoire de l'obligation d'ascenseur. Je n'ai pas le truc précis, mais je sais que la loi Elan a réduit les obligations en matière d'équipement pour les handicapés. Voilà. Et puis, voilà. Ah, c'est passé de 100% à 10%. Merci. Excusez-moi. Bon, et voilà. Et pour Berlin, moi je rappelle Berlin. C'est qu'ils ont vraiment réussi par la mobilisation et les alliances et le porte-à-porte dont a parlé Daniel Simonet. Ils ont réussi à mobiliser et à faire plier des gros groupes financiers, parce que là-bas c'est le capitalisme pur, hein, c'est les grosses boîtes, fonds de pension, etc., qui font alliance en plus et qui vont même fusionner, et qui ont plusieurs centaines de milliers de logements. J'exagère peut-être un peu. Mais enfin, si, ouais, je crois que c'est plus de... Ouais, voilà, et qui a été refourgué à des boîtes, à des groupes financiers, et qui veulent augmenter la rentabilité, et patin coup fin, gagner toujours plus de fric pour les riches. Bon, voilà, je suis obligé de partir. Ouais. Non, pas tout à fait. Ok, eh bien, bon retour, alors. Ah, ok, donc, tu peux écouter Kevin. Juste 3 petites réponses. Juste une première petite réponse pour réinsister. Je pense qu'on a tous insisté autour de la tribune, et William et Daniel, vous avez réinsisté là-dessus. Le logement comme enjeu programmatique, c'est certain, dans la campagne électorale et de manière générale, et comme enjeu stratégique, c'est ultra important.
Je voudrais rajouter un petit truc, c'est sur l'enjeu, parce que j'y pensais quand tu parlais de comment est-ce que si vous gagnez, un peuple constitué se donne confiance, etc. En réalité, moi je trouve que l'une des limites aujourd'hui, moi j'ai été dans des organisations politiques à une époque, j'y suis plus, et c'est pas pour rien. Je pense que l'une des limites des organisations politiques, c'est d'arriver à penser le local aujourd'hui. Et je le dis en toute sympathie, vraiment comme un sujet de débat, hein, pas plus. C'est arriver à penser le local et arriver à penser les communautés. Dans les stratégies de community organizing, de porte à porte, etc., c'est une notion qui est extrêmement importante. On parlait, tu parlais de ça quand ça a été fait à Berlin, vos expériences à la France Insoumise, etc. C'est une notion importante, c'est de voir comment est-ce qu'on construit des communautés. En France, le récit politique est extrêmement basé, et vous y participez et vous le défendez, sur un récit national, républicain, jacobin, d'un peuple qui se constitue à cette échelle-là. On peut en débattre, j'ai pas de souci à en débattre là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que dans les villes populaires, la notion de communauté, d'autant plus qu'ailleurs, et en ville et par ailleurs les campagnes populaires aussi, la notion de communauté locale est quelque chose d'extrêmement important. L'entrée par le logement permet de toucher ce truc-là, pas que, hein, mais l'entrée par le logement est l'un des éléments qui stratégiquement nous permet de discuter à l'échelle d'un bloc d'immeubles, d'un quartier qui a une homogénéité territoriale en type de bâti, en termes sociologiques, ou une mixité qui au contraire peut être un moteur de mobilisation. Donc je pense que c'est un des éléments qui fait qu'au niveau stratégique, la question de la bataille pour le droit à la ville et la bataille sur la question du logement est une question importante, créer des communautés politiques en fait capables de s'organiser et se donner confiance. Moi c'est la raison pour laquelle en tout cas j'ai commencé à militer sur le logement. En vrai c'était pas, moi j'ai vécu plus ou moins dans du mal logement, mais c'est pas automatique, c'est pas pour ça que vous militez là-dessus. Moi c'est ça en fait qui me faisait penser politiquement en fait qu'il y avait quelque chose à jouer sur cette question-là, et je continue à être un activiste politique quand je suis activiste sur le logement à cet égard-là. Plus la raison que disait Jean-Baptiste, c'est que des fois on gagne sur le logement et ça fait du bien. Donc ça c'est une forme d'encouragement à vous dire allez-y. C'est souvent, ouais, alors ouais, quelques défaites aussi quand même. Mais bon. La deuxième petite réponse que je voulais faire, c'était sur... je crois que c'est toi qui disais ça. Non, je ne suis pas sûr. Je sais plus, sur le fait que les... ou c'est Daniel qui disait ça au début. Non, je ne sais plus qui disait ça. Sur le fait que les politiques publiques n'étaient pas respectées, comment on faisait pour avoir des contre-pouvoirs locaux sur ce sujet-là. Moi, c'est une question que je me pose énormément sur le local, au niveau politique publique. Aujourd'hui, on a l'échelon de pouvoir public qui s'occupe du logement, c'est mairie ou métropole, suivant les transferts de compétences, où est-ce qu'ils en sont, dans quel territoire. Ça pose quand même un certain nombre de soucis lorsqu'on a des classes entières locales qui sont souvent, c'est le cas de Marseille par exemple, des notables locaux très investis dans les milieux politiques. Le logement a toujours été une question, une manne clientéliste. C'est l'appropriation de la ville, c'est l'appropriation des espaces. Je ne suis pas certain que l'échelon local, en termes de qu'est-ce qu'on doit défendre, est-ce qu'on doit continuer à défendre que c'est à l'échelon local que doit être traité le logement, je ne suis pas certain de ça. C'est un questionnement en l'état de mes réflexions, mais c'est un questionnement. Un exemple de ça, par exemple, c'est le règlement sanitaire départemental qui vous permet notamment de repérer des situations d'indécence ou d'insalubrité dans le mal logement, d'indécence, pardon. Le règlement sanitaire départemental, c'est un truc hérité de l'après-guerre, qui avait des raisons historiques de pourquoi ça avait été départementalisé. Alors ça ne concerne pas que le logement, par ailleurs, ça concerne beaucoup d'autres questions. Aujourd'hui, on a quand même des règlements sanitaires départementaux qui sont différents d'un département à l'autre. Donc est-ce qu'on se met à mener des batailles locales à chaque endroit du territoire français, des batailles départementales, ou est-ce que juste on arrête ce genre de conneries qui sont héritées des anciens temps et qu'on remet pour le coup de la République à cet endroit-là, quoi. Et peut-être dernière petite réponse sur la question migrants et mal logés. Moi, je pense à une expérience à Marseille que je trouve intéressante, et c'est toujours par l'expérience en fait qu'on résout ces problèmes-là. C'est qu'aujourd'hui, on a des collectifs. Il y a un collectif de, bon, c'est une situation particulière, peut-être une histoire particulière qui n'est pas reproductible, mais jamais les luttes sont reproductibles de toute façon. C'est un collectif de sans-papiers qui s'est constitué parce qu'ils ont été délogés. Donc on les a beaucoup accompagnés, ils ont beaucoup pris le relais de ce qu'on faisait, et ils sont auto-organisés avec notre appui et notre relais de transmission d'expérience. Et aujourd'hui, ils sont devenus extrêmement puissants. Ça fait 1 an et demi qu'ils existent, ils se maintiennent, et aujourd'hui, ils ouvrent un lieu, un squat, dont ils vont faire un lieu d'éducation populaire. Moi, je pense que c'est pas par du discours qu'on va convaincre les gens qu'ils sont tous ensemble, etc. C'est évidemment en redirigeant le vrai ennemi sur la question du logement, c'est de dire en fait combien il y a de logements vides dans ta ville, par exemple, quoi, ou pourquoi est-ce que la mairie n'a pas construit de logements sociaux. Ok, mais derrière, il faut que ça accompagne une expérience, en l'occurrence, par exemple, de montrer, enfin, de donner à voir
que des sans-papiers sont eux-mêmes les moteurs d'une action sociale, donc de resubjectiver les personnes concernées, quoi. En fait, je vais laisser Anne répondre. Comme moi, là, j'étais chargée d'intervenir sur l'aspect européen, je laisse Anne répondre sur les mesures nationales. Mais je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, Kevin. Moi, je n'opposerais pas communauté avec... En fait, quand on avait lancé donc ce qu'on appelait l'espace auto-organisation avec William, au lendemain de la campagne présidentielle 2017, en fait, donc c'était vrai que nous, à la base, l'idée, c'est de faire du community organizing dans le cadre d'une organisation politique. Sachant que le mot community organizing, évidemment, on s'est dit, quand on l'a amené, le mot communauté, c'est pas trop l'ambiance ici, tu vois, parce qu'il y a la traduction française, le terme communauté, c'est mal vu, c'est vu comme, voilà, ça renvoie au communautarisme, et c'est vrai que culturellement, en plus, chez une partie de l'historique, de l'histoire politique à la France insoumise, donc il y a ce truc très fort que tu évoquais, le peuple indivisible, etc. Mais en fait, ce que Alinsky appelle le community organizing et le fait de créer des communautés, et quand nous on a lancé ça aussi dans la France insoumise, en fait c'était l'idée, c'est plus communauté en sens de réseau, en fait, quoi. Et là, ce dont tu parles aussi, moi je l'oppose pas du tout d'ailleurs à l'idéal républicain, mais c'est la communauté, c'est aussi bien le réseau d'habitants que l'association du club de pétanque, que les mamans, l'association des femmes maliennes à tel endroit, que les parents d'élèves. Enfin, c'est plus dans ce sens-là. Et ça, pour moi, même si le mot communauté est souvent mal perçu parce que ça renvoie ici en France au communautarisme, mais à partir du moment où on le perçoit dans le sens de réseau, le community organizing a totalement, pour moi, justement, sa place dans une organisation politique, je pense, dans les méthodes. Après, c'est vrai que quand on est en campagne, là, on va rentrer dans une phase de campagne présidentielle. Ce que disait Daniel, c'est que souvent le problème, c'est que forcément, notre job, c'est aussi de faire valoir un programme, de faire en sorte que les gens votent pour nous. Donc, quand on va faire du porte-à-porte, on dit aux gens, voilà, l'objectif, c'est que soit qu'ils adhèrent, soit qu'ils votent pour nous, qu'ils mettent un bulletin dans l'urne. Et ce qu'on avait essayé de développer en 2017, au lendemain de la campagne présidentielle, on s'était dit, tiens, on rentre dans une séquence où il n'y a pas d'élection. Ce qui, d'habitude, n'est pas du tout l'apanage des partis politiques, on va le développer au sein de la France insoumise parce que la plus grande des barrières à l'engagement, c'est la résignation. C'est le sentiment d'impuissance. Et on a beau arriver avec les meilleurs arguments à déblatérer sur notre programme sur la pertinence de la 6e République, les gens, c'est à partir du moment où ils sont résignés, ils ne vont pas se bouger. Par contre, s'ils se mettent en mouvement et qu'en fait, plutôt que de parler nous, on faisait des exercices comme ça concrets en formation, il ne fallait pas parler plus de, je ne sais plus ce que c'était William, c'était 20% du temps. On parlait pas plus de... Enfin, on inversait en tout cas le rapport. Le militant ne devait pas parler plus d'1% du temps, poser des questions ouvertes. Après, s'appuyer sur des colères individuelles, les transformer en revendications collectives, mobiliser et accompagner les habitants dans la mobilisation, dans une mobilisation, parce que les ordures sont pas assez souvent ramassées, parce qu'il y a une vide pétée en bas et que le bailleur, ça fait 4 mois qu'il a toujours pas réparé. Et en fait, c'est à la fois ça améliore le cadre de vie, on a des victoires, et puis en plus, ça lève cette barrière dans la tête qui est la résignation. Et qui se dit, tiens, si j'étais capable à 10 de m'opposer, de faire flancher mon bailleur, ou j'ai amené des chauffages, des grilles, j'ai amené des grille-pains, une fois ils ont amené des grille-pains chez le bailleur parce que en fait ça faisait 3 mois qu'il payait des charges hyper importantes parce que le bailleur leur avait mis des chauffages grille-pains. Bref, si j'étais capable à 10 de faire flancher mon bailleur, qu'est-ce que ça peut être à 100, qu'est-ce que ça peut être à 1000, et bien tiens, peut-être ça vaut le coup demain d'aller en manif. Donc c'est pour ça que pour moi ça va de pair en fait. La mobilisation locale, c'est complètement... et on devrait plus, c'est vrai. Il y a eu une époque après la présidentielle donc où le fait qu'il y ait une fraîcheur en plus, il y avait une fraîcheur donc on va dire au sein du militantisme des militants de la France insoumise qui n'avaient pas les réflexes des militants traditionnels. Donc c'est-à-dire au début on s'était dit avec William, quand on a proposé ça, les gens ils vont nous regarder, ils vont nous dire mais quoi, je vais aller faire du porte-à-porte, mais je vais pas appeler à voter Mélenchon ou je vais pas appeler à adhérer à la France insoumise, mais c'est quoi votre histoire? Et en fait non, il y a eu un moment où vraiment les gens, les insoumis partout jouaient le jeu.
Et c'est vrai que c'est quelque chose, pour l'instant, après, il y a des échéances électorales, il y a des mouvements sociaux aussi dans lesquels on s'implique et puis qui nous rattrapent. Mais je pense qu'il faut qu'on repense aussi à renouer avec les pratiques aussi dont tu parles, que tu évoquais, Daniel, aussi. Hein. Tu as la façon d'aller à la rencontre des gens qui ne soient pas genre, tiens, mon programme, mes 42 propositions, et elles sont bien, et puis vote pour moi, quoi. Enfin, c'est plus autant efficace. Alors du coup, je suis un peu embêtée puisqu'il est 17h02 et que donc du coup normalement c'est fini. Si, c'est 17h10. Ok, bon, très bien, on a encore 10 minutes. Non mais tant mieux, parce que sinon j'étais un peu embêtée, parce qu'en plus il y a les gens qui ont levé la main tout à l'heure aussi et qui voulaient intervenir. Juste rapidement pour revenir aussi sur les questions qui ont pu être posées et qui concernent la lutte contre la gentrification ou comment virer les pauvres, et qui mériterait en elle-même déjà d'avoir une conférence entière sur ce sujet. Et voilà, c'est effectivement c'est créer du collectif. Ça c'est plus abstrait, c'est pas une mesure politique, mais c'est tout faire pour qu'on arrive à se créer ce collectif, et aussi dans le privé. Qui est vraiment cet aspect-là. Et en fait, en Allemagne, c'était plus facilité, parce qu'on a un problème en France, justement, pour créer un peu cette convergence des luttes et tout, c'est que il y a beaucoup de propriétaires, en fait. On est dans un pays où il y a beaucoup de propriétaires, et donc du coup, on a l'impression d'être tout seul avec son petit boulet, et du coup, il y a beaucoup de propriétaires pauvres, et donc ils n'arrivent pas à créer du collectif, à se mobiliser ensemble, et à se rendre compte que, ah bah oui, en fait, je suis dans la même... J'ai la même lutte, donc il faut vraiment qu'on arrive à créer ça. Et donc en fait justement avec les mesures dont je parlais tout au début de la conférence sur la lutte contre la spéculation, et même tout simplement en finançant la garantie universelle des loyers, qui est une espèce de sécurité sociale du logement, en fait ça permet justement d'avoir cet organisme paritaire. Ça permet aussi d'enlever la charge, par exemple avec le permis de louer, ça enlève la charge pour le locataire d'avoir à se défendre, en fait. C'est à la charge de la mairie qui crée son service, qui contrôle le logement. Et donc, parce que ce qui manque aussi, et pour que les mesures soient valables, c'est le contrôle. Donc effectivement qu'il y ait des gens qui viennent contrôler ce qui se passe et vérifier que les lois soient respectées, et surtout la sanction. Il faut que les sanctions soient appliquées, c'est ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, des amendes, ça parle tout de suite, hein. On touche au porte-monnaie, et que ce soit systématiquement comme ça, ou par exemple pour toutes les villes qui n'ont pas encore suffisamment de logements sociaux, que le fait qu'ils soient dépossédés du pouvoir de délivrer les autorisations d'urbanisme, que les maires soient dépossédés de ce pouvoir-là quand... ils ne respectent pas cette obligation, que ce soit systématique, plus les amendes, systématiquement. Et du coup, que ce soit pas par choix. Du coup, j'avais ça. Pour mobiliser davantage dans les logements sociaux, c'est important d'en parler cette année, puisque l'année prochaine, il y a les élections justement des représentants des locataires. Et en fait, on disait que justement, il y a beaucoup de mal à se mobiliser, et donc il y a ces élections, donc c'est le moment justement de créer du collectif, de discuter, de mettre en avant. Et du coup, nous, à la France Insoumise, justement, on incite vraiment les locataires à se renseigner s'il y a des associations qui existent près de chez eux, pour leur résidence, ou en créer si ça n'existe pas. Mais en fait, on constate que effectivement, le logement, c'est toujours un peu compliqué, parce que ça touche à l'intime, donc on n'a pas l'impression que c'est politique. On a l'impression que c'est chez soi, et que quand on va parler des problématiques de l'ascenseur, quand on va parler de la problématique de l'eau, quand on va parler du prix de son énergie, on n'a pas forcément l'impression que ce soit politique. Et donc du coup, ça passe aussi par cette façon de faire, de prendre conscience que si, ça l'est, et qu'on peut faire des choses. Et c'est là aussi où je rebondis sur ce que vous avez dit. Et un truc qui fait aussi et qui renforce les luttes et la réussite des luttes, c'est que effectivement, c'est de montrer les victoires que ça marche, en fait, que la lutte paye, et que montrer, par exemple, on les voit assez peu, les réussites. Et donc, si on arrivait à montrer plus tout ce qui fonctionne, quand on arrive à faire marcher un ascenseur, quand on arrive à rendre digne un logement, quand on arrive à... toutes ces luttes-là dans le logement, elles devraient être vraiment... qui sont gagnées, elles devraient être visibilisées, parce qu'en fait, après, ça crée un effet, on continue,
Et ça crée une émulation, une très très forte émulation. Donc voilà ce que je voulais dire. Et du coup, je vais prendre les dernières questions. Donc il y avait... alors, personne. Alors par contre, il y a des nouvelles personnes qui ont levé la main entre-temps. Pardon ? 2 minutes ? Ouais. Alors. Merci, je vais être court. J'étais d'accord, il est parti avec Jean-Baptiste du DAL, bonjour, Eric de Maison Alfort dans le 94. Oui, le loyer, c'est la principale cause des SDF, et je pense que c'était ça le constat à mettre en avant. Et c'est vrai dans le privé, c'est pour ça qu'on défend l'encadrement des loyers, mais c'est aussi vrai dans le social. Et il y a tout le temps des gens qui disent oui, si j'avais 4 enfants et les allocations familiales, j'aurais tout de suite un logement social. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est que même dans le logement social, plus on est riche, plus vite on a un logement social, parce qu'il y a beaucoup de loyers intermédiaires assez chers pour du social, et que 75% des gens sont éligibles au logement social. Donc forcément, parmi ces 75%, quand on est dans les 20% les plus riches, les 25 plutôt, 30, on a plus vite un logement social pareil. Et donc, à mon avis, il faut se battre pour évidemment l'encadrement des loyers, mais aussi pour les baisses des loyers dans le social, pour qu'il y ait plus de social, mais aussi plus de social pas cher, parce que c'est comme ça qu'on permettra qu'ils aillent aussi à des personnes qui en ont besoin et qui ne vont pas rester à la rue à cause de ça, attendre 4-5 ans, quand on gagne 3 000 € par mois et qu'on est célibataire, on trouve un logement social plus cher à Paris. Et c'est quand même une aberration. Et donc pour ça, il faut évidemment mieux financer les bailleurs sociaux, mais aussi agir pour que dans le logement social, il y ait des quotas de loyers vraiment pas chers pour lutter, pour qu'il n'y ait plus de SDF tout simplement, ce qui était le sujet de la conférence de presse, de la conférence tout court. Excusez-moi. Alors, du coup, juste, alors on arrive au terme de... Vraiment, on va devoir couper. Donc ce que je vous propose, c'est que juste, je redonne la parole et après je pourrais reprendre des questions, enfin en dehors de la salle, je pourrais répondre à vos questions. C'est bon pour vous ? Ok. Du coup, effectivement, il y a monsieur qui... Bonjour. Je vais un peu illustrer un petit peu tout ce qui s'est dit là. Tout simplement, parlons de ma ville. Ma ville, c'est la Seine-sur-Mer. Alors la Seine-sur-Mer, c'est idyllique, c'est au bord de la mer, comme son nom l'indique. On a le soleil, mais on a aussi, on est coincé entre Toulon et puis de l'autre côté, des jolies villes que vous avez entendues à la télé, Sanary, Bandol. C'est joli ça. Seulement, la Seine-sur-Mer, c'est une ville industrielle. Chantiers navals. Chantiers navals qui ont disparu dans les années 80. Je suis responsable des Restos du Cœur de la Seine-sur-Mer. Et je peux vous dire que c'est le plus gros centre du Var. La Seine-sur-Mer, c'est la deuxième ville du Var aussi. Je veux dire que plus de 80% des gens que nous recevons sont des gens qui sont dans la précarité, et la précarité du logement. C'est une des plus grosses cités du Var, la cité Berthe. Et dans cette cité Berthe, où nous sommes intervenus, France Insoumise, il y a 2 ans, où nous avons fait le nettoyage d'une tour Messidor. On a sorti plusieurs mètres cubes de déchets parce que la métropole n'entretenait plus les bâtiments, ascenseurs en panne, portes, je passe sur etc. Les communes d'à côté acceptent de payer les taxes pour nos constructions d'habitat. Ils préfèrent ça plutôt que de construire du logement social. Et quand ils ont construit des bâtiments, c'est toujours luxueux. C'est des choses inaccessibles pour la population que nous recevons. Donc ça, c'est l'image, et ça représente exactement la réalité du problème du logement. Les loyers sur la Seine-sur-Mer, c'est presque Paris. C'est presque Paris. 10 000 € le mètre carré pour quand vous voulez acheter quelque chose. Les loyers, pour un 2 pièces, c'est du 700 € par mois. Mais les personnes que nous recevons ont l'APL. Donc ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas de ne pas avoir de toit, ils se plaignent simplement que ce n'est pas entretenu. Et c'est là qu'il va falloir qu'on intervienne aussi. Ce n'est pas le tout de donner un logement. Il faut aussi qu'il soit entretenu par la métropole en l'occurrence. Et la métropole
comme son nom l'indique, prend toute la région quasiment, et ils sont très puissants. Malgré l'intervention que nous avons faite, nous, France Insoumise, le lendemain, ils sont intervenus pour l'ascenseur, et maintenant tout est retombé en panne et ça ne fonctionne toujours pas. Donc ça, c'est un gros souci. J'ai une autre association qui s'appelle les Coiffeurs du Cœur. Coiffeurs du Cœur, on intervient le soir, la nuit, en maraude, pour couper les cheveux aux SDF. Et moi, je ne les vois pas diminuer, les SDF. Je n'en vois pas. Depuis 4 ans que nous avons mis en place cette association, toujours pareil, il y en a de plus en plus de monde et qui dorment dans la rue et qui n'ont pas de logement. Il n'y a rien sur la métropole de Toulon. Donc je pense que c'est là aussi, il va falloir... Et puis juste une petite anecdote. Là, non mais je couche juste, c'est pour terminer justement. Je couche, pour venir ici, je couche à Romans. Là où je couche, le type est là chez l'immeuble, 4 étages. Qu'est-ce qu'il fait? Du R&B. Aucune. Du R&B, oui, tout à fait. Donc juste l'exemple par rapport à l'illustration de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Voilà. Alors non, je suis désolée, c'est vraiment fini. On nous a demandé... je vous remercie vraiment d'être venu. Et si vous voulez poser des questions juste dehors, on peut échanger aussi. Enfin voilà.